Octobre 97. La famille Béraud quitte Paris pour s'installer dans un petit village des Vosges. Antoine, le père, vient d'hériter d'un vieux manoir perdu dans les bois, légué par un oncle qu'il n'a jamais connu. Un certain Charles Béraud, mort seul, sans enfant, sans histoire, du moins officiellement. La bâtisse est massive, imposante avec ses murs couverts de lierre et son toit crevé par endroits. Une odeur d'humidité flotte dans chaque pièce. Mais c'est gratuit, et pour Antoine, c'est une opportunité de reconstruire loin du bruit. Marie, sa femme, n'est pas rassurée, et Léo, leur fils de 9 ans, encore moins. Dès la première nuit, il fait des cauchemars. Antoine pense qu'il s'agit d'une simple adaptation. Un changement de décor aussi radical, pour un enfant habitué au tumulte de la capitale, ça bouscule. Mais Marie, elle, sent que quelque chose cloche dans cette maison. Les objets semblent déplacés d'un jour à l'autre. Des portes se referment seules. Et puis, il y a cette sensation étrange, constante, comme si quelqu'un les observait. Une nuit, alors qu'elle descend chercher un verre d'eau, Marie aperçoit une silhouette dans le couloir. Lorsqu'elle allume, il n'y a personne. Elle monte dans la chambre de Léo. Il dort profondément. Mais sur le tapis, ses chaussures sont pleines de boue. Boue qu'on ne trouve nulle part autour du manoir, sauf dans la vieille serre effondrée au fond du jardin, fermée à clé. 3 jours après leur emménagement, Antoine découvre une aile du manoir dissimulée derrière une cloison en bois vermoulu. Il la force et tombe sur un couloir étroit, poussiéreux, menant à une pièce incroyablement bien conservée. Une salle de classe miniature. Des pupitres en bois verni, un tableau noir encore luisant, des posters pédagogiques jaunis par le temps, fixés au mur. Sur les bureaux, des encriers, des plumiers, des livres scolaires, tous soigneusement alignés. Mais ce sont les chaussures qui dérangent Antoine. Sous chaque chaise, une paire. Des chaussures d'enfant, usées, parfois trouées, alignées comme si leur propriétaire allait revenir d'une récréation éternelle. Sur le tableau, une phrase écrite à la craie, nette, précise, répétée 3 fois, « Je dois obéir ». Marie entre à son tour. Elle exige qu'on referme immédiatement la pièce. Mais Léo, lui, semble fasciné. Il s'y sent bien. Il dit qu'il connaît cet endroit, qu'il y a déjà joué, qu'il retrouve ici ses amis. Quand Marie lui demande de qui il parle, il répond simplement « les autres, ceux qui ne sont pas partis ». Ce soir-là, Léo refuse de dormir dans sa chambre. Il veut s'installer dans la salle de classe. Antoine s'y oppose. L'enfant pique une crise de rage incontrôlable. Un hurlement strident, animal, qu'aucun d'eux ne lui connaissait. Puis il s'effondre comme vidé. Le lendemain matin, le tableau affiche une nouvelle phrase, écrite dans une écriture tremblante. « Léo a bien travaillé hier. Léo change. » Lentement, mais sûrement. Il s'exprime désormais avec un vocabulaire qui ne lui ressemble pas. Il cite des maximes, récite des poèmes qu'aucun adulte ne lui a appris. Un jour à table, il prononce distinctement « L'instruction est un don, la punition une récompense ». Marie étouffe sa soupe. Antoine lui demande où il a appris sur cela. Léo répond sans le regarder. « C'est Étienne qui me l'a dit ». Il pense pour d'abord à un ami imaginaire. Mais le lendemain, en rangeant ses jouets, Marie découvre un vieux cahier d'écolier sous le lit. Sur la couverture, en lettres capitales, Étienne D. Aucune idée de la provenance. À l'intérieur, des lignes d'écriture régulières, des exercices de mathématiques, tous datés de 1954. Antoine fouille dans le grenier à la recherche de vieilles affaires de son oncle. Il tombe sur une malle cadenassée. À l'intérieur, une série de photographies d'enfants en noir et blanc, tous alignés devant la façade du manoir. Toujours les mêmes visages, toujours les mêmes sourires figés. Mais ce qui glace Antoine, c'est qu'à la dernière photo, datée de 1982, il reconnaît son oncle Charles, enfant, le seul à ne pas sourire. Ce soir-là, Léo se réveille en hurlant. Il dit qu'il a vu le maître, qu'il ne veut pas rater l'évaluation, et qu'il doit être prêt. Dans sa main serrée à s'en faire saigner les phalanges, une craie blanche ancienne. Ils ne savent pas d'où elle vient. Le tableau, quant à lui, affiche une nouvelle ligne, tracée pendant la nuit, où il est écrit « Étienne a été remplacé ». Marie, désormais convaincue que quelque chose d'atroce a eu lieu dans ce manoir, se rend à la mairie du village. Les archives municipales sont minces, désorganisées, comme si certains dossiers avaient été volontairement égarés. Mais dans un vieux registre de 1931, elle tombe sur une mention intrigante. Maison Saint-Lux, autorisation spéciale d'enseignement privé accordée aux frères Abel L, une école clandestine cachée sous le manteau religieux. Elle interroge les anciens du village. L'un d'eux, un ancien facteur, accepte de parler.
Il se souvient. J'apportais parfois des colis à la grille. Jamais on m'a laissé entrer. Mais j'entendais des chants, des récitations, toujours d'enfants. Et un jour, c'était silence complet. Plus rien. Comme si le manoir avait été aspiré. Un autre vieil homme, à moitié sénile, laisse échapper cette phrase. Il l'est formé, pas pour l'école, pour l'après. Marie insiste. Il marmonne un nom, l'ordre des Lucioles. De retour à la maison, elle cherche ce nom sur les rares documents de Charles. Dans un coin du grenier, derrière des boîtes de livres, elle découvre une cage dissimulée dans le mur. Un carton rempli de dossiers jaunis, dont certains estampillés « confidentiels ». Elle y lit des termes comme sélection par la foi, transmission de l'ancienne lumière, rituel d'oubli, et surtout un croquis détaillé de la maison, avec des pièces qu'ils n'ont jamais visitées. Des souterrains, des salles d'épreuves, et une grande pièce circulaire au sous-sol, marquée d'un symbole étrange, une luciole noire au centre d'un œil ouvert. Léo, pendant ce temps, ne parle plus. Il écrit. Des lignes, encore et encore, dans une langue inconnue. Toujours la même phrase, traduite plus tard par une spécialiste de langue morte. Seul celui qui oublie devient pur. Dans la cave, derrière une étagère que Marie décide de déplacer, Antoine découvre une trappe métallique. Elle mène à un petit réduit sombre au mur de pierre couvert de suie. Dans un tiroir rouillé, un carnet relié en cuir noir, rongé par l'humidité. Sur la couverture, gravé à la main, Carnet du maître Abel en 1948. En l'ouvrant, une odeur de moisissure lui pique les yeux. Mais ce sont les mots qui le font frissonner. Des centaines de pages manuscrites, écrites avec soin, d'une plume fine, presque religieuse. On y parle d'épreuves mentales, de discipline par le silence, de séances de clarté. Le maître Abel n'était pas un enseignant, c'était un guide, un prêtre d'un culte obscur, convaincu que l'enfance pure, façonnée sans contact avec le monde extérieur, pouvait devenir une forme d'illumination. Il nomme ses élèves les petites lucioles. Il parle de ceux qui échouent au test comme des âmes obscurcies. Ils ne sont jamais punis. Ils sont rappelés à la terre. Les autres sont rendus à la lumière. À la fin du carnet, Antoine découvre une liste de noms. Prénom, âge. Certains ont une croix, d'autres une étoile. Tout en bas, Charles Béraud, 9 ans, étoile dorée. Son oncle, il n'était pas un instructeur, il était un des enfants. Et soudain, une dernière page collée. Antoine la décolle délicatement. Un seul mot, griffonné à la hâte. Recommencer. Ce soir-là, à 3h33, Marie se réveille en sursaut. Le lit est vide. Léo n'est plus dans sa chambre. Elle le retrouve dans la cave, assis en tailleur, au centre d'un cercle tracé à la craie blanche. Autour de lui, d'étranges symboles, géométriques, mais dérangeants comme griffés à même la pierre. Léo murmure des mots inaudibles, les yeux révulsés, les mains tremblantes. Antoine le sort de là en hurlant. Dès que le cercle s'est brisé, Léo s'effondre, inconscient. Il l'allonge sur le canapé. Mais au matin, les symboles sont revenus. Tracés de nouveau. Plus nets, et surtout, plus nombreux. Le manoir tout entier semble se transformer. Une odeur âcre se dégage des murs. Le bois grince même sans vent. Dans le salon, Marie trouve une poupée ancienne. Elle n'était pas là la veille. Sur son étiquette, écrit au crayon « Lucie 1937 ». En fouillant sous l'escalier, Antoine découvre un passage secret. Il descend, lampe torche à la main. À l'issue d'un long couloir souterrain, il débouche sur une salle circulaire. Des bancs en arc de cercle, une estrade au centre, et une vieille caméra sur pied, braquée sur une chaise minuscule. Tout autour, des étagères, des boîtes, des cassettes, chacune porte un prénom, un âge et un symbole. La luciole noire. Antoine cherche frénétiquement. Il tombe sur une cassette étiquetée « Charles 1949 ». Il la prend, remonte, et insère la bande dans le vieux magnétoscope trouvé dans le grenier. Sur l'écran, un enfant assis sur la chaise. Tremblant, il récite un texte complexe. Le maître Abel, hors champ, murmure « L'échec est retour, le savoir est lumière ». Quand l'enfant se trompe, les lumières s'éteignent, et quand elles se rallument, il n'est plus là. Le lendemain, alors qu'il tente de convaincre Léo de quitter la maison pour voir un médecin, l'enfant se dresse dans l'embrasure de la porte, les yeux vides. Il prononce une phrase que ni Antoine ni Marie ne comprennent. « Lux venier. Je suis prêt. » Puis il tombe dans un mutisme complet. Marie contacte la gendarmerie. Elle ne parle pas des cassettes ni des rituels. Elle évoque simplement un comportement inquiétant, des soupçons sur des activités passées dans la maison. Un gendarme accepte de venir.
Mais quand il franchit la porte, il blêmit. Il connaît ce lieu. On pensait que ce culte avait été démantelé, murmure-t-il. Il évoque une affaire classée, des enfants réinsérés dans d'autres foyers sans souvenir, des familles brisées, des dossiers étouffés dans les années 80. Le nom revient, l'Ordre des Lucioles, une organisation ésotérique ayant infiltré plusieurs institutions religieuses, prétendant purifier l'humanité par l'élite enfantine. Le gendarme promet de transmettre l'information à ses supérieurs, mais dès le lendemain, il est retrouvé mort dans sa voiture, à quelques kilomètres de là. Suicide, concluant les autorités. Antoine, lui, trouve cela trop opportun. La nuit suivante, une nouvelle inscription apparaît sur le mur du salon, gravée dans le plâtre comme au couteau. Ceux qui éclairent ne fuient pas. À l'extérieur, des silhouettes apparaissent parfois entre les arbres. Une voisine dit avoir vu un groupe en longue robe marcher en silence autour de la bâtisse à l'aube. Marie veut fuir, Antoine aussi. Mais lorsqu'il prépare la voiture, il découvre les pneus lacérés. Et sous l'essuie-glace, une carte ancienne, dessinée à la main. Un plan du manoir, mais différent. Plus complet, avec au centre un mot en latin entouré d'un halo doré, offertorium. Et dans la chambre de Léo, désormais vide de toute chaleur, le tableau affiche un dernier message tracé dans une écriture fluide et parfaitement calligraphiée, où il est écrit « Le maître revient ». Léo ne répond plus. Il obéit, il mange sagement, il dort sans cauchemar, mais ses gestes sont mécaniques. Il ne joue plus, ne pose plus de questions. Et surtout, il écrit. Des pages entières, sans lever la tête. Des textes en latin, en grec ancien, parfois même en symboles indéchiffrables. Tout ce qu'il rédige semble rythmé, comme dicté par une main invisible. Marie tente une dernière fois de le sortir de la maison. Elle lui demande de faire ses valises. Il répond « Le maître dit que ma place est ici ». Antoine le prend dans ses bras pour l'emmener de force. Léo hurle. Puis il s'évanouit. Quand il se réveille, il demande « Est-ce que j'ai bien récité ma leçon ?» Cette nuit-là, la maison semble respirer. Les murs grincent en cadence. Des objets changent de place. Et à 3 heures du matin, une cloche sonne dans les bois. Une cloche d'école, 3 fois, longuement. Léo descend seul, Marie le suit discrètement. Il sort pieds nus, en chemise blanche. Il traverse le jardin, s'arrête devant la grille. Et là, à genoux, il récite un texte dans une langue ancienne, tête inclinée, yeux fermés. Antoine le ramène à l'intérieur, mais au matin, la porte d'entrée est entr'ouverte. Et sur le perron, un sac d'école en cuir, usé, contenant un cahier au nom de Léo. Page de garde remplie. Leçon 1, lumière, silence, loyauté. Il décide pourtant de fuir, ce jour-là. Mais la voiture est sabotée, les téléphones ne fonctionnent plus. La voisine, contactée à pied, refuse d'ouvrir sa porte. Elle semble terrorisée. Elle glisse un mot sous la porte. On ne part pas. Pas avant l'évaluation. De retour chez eux, un murmure remplit les pièces, des voix d'enfants. Certaines rient, d'autres récitent, d'autres pleurent. Et toujours, au milieu d'elles, une voix plus grave, calme, qui dit « Le jour approche, préparez l'offrande ». Antoine s'enferme dans le bureau avec la cassette marquée « Charles 1949 » qu'il a récupérée dans les souterrains. Il répare un vieux magnétoscope, branche l'ensemble à un téléviseur poussiéreux. L'écran s'allume, une image tremble, granuleuse. On y voit un enfant blond, mince, en uniforme, assis sur une chaise de bois, au centre de la salle circulaire. Il respire fort, il tremble. Derrière la caméra, une voix calme monocorde. « Charles, évaluation finale. Récite. » L'enfant s'exécute. Il récite un passage complexe sur la loyauté et la lumière. Mais il se trompe, une seule fois. La voix le reprend. « Recommence. » Charles recommence, il se trompe à nouveau. Alors, les lumières s'éteignent. L'image devient noire. On entend un bruit sourd, puis un cri d'enfant étouffé. Quand l'image revient, la chaise est vide. Antoine coupe la bande, horrifié. Il rembobine par réflexe, mais cette fois, au retour de l'image, il y a une silhouette debout dans l'ombre. Quelqu'un regarde la caméra. Il n'a pas de visage. Juste une forme humaine, floue, comme un reflet dans l'eau. L'écran devient blanc. Puis la cassette se bloque, impossible de la réinsérer. Ce soir-là, Léo disparaît. La maison est fouillée de fond en comble. Rien, la classe est vide. Le tableau est propre, les chaussures ont disparu. Seul un nouveau cahier repose sur le bureau central. Antoine l'ouvre. Chaque page contient des lignes tracées par une main d'enfant. Toujours la même phrase. « Je suis lumière, je suis prêt ». Marie entend un bruit dans la cave. Elle descend. La salle circulaire est de nouveau éclairée.
Les bougies brûlent, l'estrade est en place, et Léo est là, au centre, vêtu d'un uniforme noir, un brassard cousu d'un symbole, une luciole dorée. Autour de lui, des enfants silencieux. Leurs visages sont flous, inconnus, figés dans une expression vide. Une silhouette s'avance, grande, entièrement couverte d'un manteau de bure. Le maître. Il pose une main sur la tête de Léo et dit « L'épreuve est terminée. L'offrande est complète. » Les bougies s'éteignent toutes en même temps. Marie hurle, mais lorsqu'Antoine allume sa lampe, la salle est vide. Plus de pupitre, plus de livres, plus de Léo. Juste au sol, la craie blanche a dessiné un mot circulaire « éveillé ». Le manoir est désormais vide de toute vibration. Antoine et Marie errent de pièce en pièce comme deux ombres. Le lit de Léo est intact, ses cahiers ont disparu. Même les photos de famille accrochées dans le couloir affichent désormais un vide à l'endroit de son visage. Il contacte les autorités. Encore. Une enquête est lancée, sommaire, sans suite. Aucun signalement ne ressort. Aucun dossier scolaire. Aucun extrait de naissance. Dans le système administratif, Léo Béraud n'existe plus. Une semaine plus tard, un colis à déposer devant la porte, sans nom, sans timbre. À l'intérieur, une paire de chaussures d'enfant. Usées, boueuses, taille 33, et un petit carnet noir. À la première page, écrit d'une écriture ronde et régulière, Journal de Léo, promotion 1997. Marie l'ouvre les mains tremblantes. Les pages sont remplies. D'abord des observations, des émotions, puis des devoirs, des phrases dictées, des mantras et, à la fin, un mot « Merci maman. Grâce à toi, je suis devenue lumière. » Le choc est si violent qu'elle perd connaissance. Antoine la veille toute la nuit. Le lendemain matin, elle se réveille, muette. Elle ne parlera plus jamais. Antoine quitte la maison quelques jours plus tard. Seul. Il la laisse derrière. Mais avant de partir, il retourne une dernière fois dans la cave. Il allume sa torche. Rien. Sauf un miroir grand, ancien, au cadre fissuré. Il ne s'en souvenait pas. Il s'en approche. Et dans le reflet, une salle remplie d'enfants en silence. Tous tournent la tête vers lui. Et au centre, Léo. Il sourit, puis s'approche lentement du verre, pose sa main contre la surface. Antoine aussi. Et quand il touche enfin le miroir, il ressent une chaleur étrange. Une voix retentit derrière lui, claire, enfantine. « Tu as fait le bon choix, papa. » Antoine ne se retournera jamais. Et le miroir, aujourd'hui, n'est plus là. Mais chaque année, à la même date, un colis arrive à l'ancienne adresse. Toujours le même contenu, une paire de chaussures d'enfant. Et un mot, écrit à l'encre noire, « Merci pour votre offrande. La lumière continue. » Nous voici arrivés à la fin de cette histoire. Si elle vous a plu, pensez à mettre un like. Ça soutient énormément mon travail. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.